C'est donc le 50e jour de guerre en Ukraine. Et ce qui s'est passé en mer Noire est un symbole fort, un navire russe en feu. Alors pour l'instant, on n'a pas d'images. Les images que vous allez voir sont des images d'archives de ce navire, le croiseur Moskva. L'équipage a pu être évacué. Alors je voudrais qu'on revienne, Patrick, avec vous sur la guerre d'information qu'il y a autour de l'origine de ces explosions. Quelle est la version russe? Quelle est la version ukrainienne? La version russe, c'est un incendie qui a touché, une explosion qui a touché un dépôt de munitions dans ce navire et qui a provoqué un incendie qui a duré de longues heures. Les Russes ont dit que 500 marins avaient pu être évacués. Ils ont dit aussi qu'au bout de quelques heures, il y avait eu extinction de l'incendie et qu'il était en cours de remorquage jusqu'à Sébastopol, vraiment le port d'attache de la flotte de la mer Noire. Ça donne une information, en tout cas du côté des Russes, c'est que ce navire n'a pas été coulé et qu'il est en train d'être rapatrié, si je puis dire. Mais ce qui est sûr, c'est que même si les Russes vont pas le dire, ce navire, il va bien falloir le réparer et il est hors de combat. Et puis, vous avez eu d'autres autorités ukrainiennes qui ont dit ce sont nos missiles Neptune. Et ça, c'est important, mais nos consultants militaires vont pouvoir en parler. Ce ne sont pas des missiles qui ont été envoyés par la livraison occidentale, mais bien des missiles qui font partie de toute cette stratégie de réarmement de l'Ukraine, des missiles Neptune. Donc, vous choisissez votre vérité. La vérité, surtout qui compte, c'est la conséquence, le fait que le Moskva, ou Moscou, si vous voulez, est hors de combat. Xavier Titelman, les missiles, du coup, Neptune. C'est très probable. En fait, c'est des matériels qui est d'origine soviétique, qui a été modernisé, qui est efficace. C'est une sorte de missile de croisière qui a plusieurs centaines de kilomètres de portée. Donc les Russes se sont un petit peu éloignés des côtes puisque les Ukrainiens avaient mis des mines flottantes, ils ont miné la côte. Ils ne peuvent plus débarquer sur Odessa parce que de toute façon, il n'y avait plus de soutien terrestre parce qu'il fallait normalement prendre en sandwich. On débarque à Odessa par la mer et on arrive également avec le sol de l'autre côté. Sauf que les Russes ayant été arrêtés et n'ayant pas réussi à accéder du côté terrestre à Odessa, ils ont une flotte qui ne sert absolument à rien en mer Noire. Donc ils l'ont un petit peu reculé. Maintenant, ces missiles de croisière qui ont des centaines de kilomètres de portée, ils arrivent à taper très loin. Et on entend, même si on n'a pas de visuel, on a quand même la radio. Et on a les radios, les émissions, l'appel, je ne vais pas dire au secours, mais en tout cas les annonces du navire Moskva qui annonce qu'il a besoin d'un remorquage. Maintenant, il y a aussi les annonces ukrainiennes qui, en termes de timing, disent on a tiré des missiles, avant même que les Russes disent on a un problème. Colonel Goya, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a une volonté des Ukrainiens, comme le disait Ulysse d'ailleurs, de dire aux Russes, voilà ce qu'on peut faire. Oui, bien sûr. Alors c'est une victoire. Ça ne va pas changer le cours de la guerre. Cette destruction du croiseur Moskva, mais c'est très symbolique. Il n'y a pas de navire de cette dimension qui a été coulé, en tout cas, depuis 40 ans. La dernière fois, c'était pendant la guerre des Malouines. Donc c'est un symbole très fort. Ça montre, dans tous les cas de figure, ça montre au moins une certaine négligence de la part des Russes. C'est-à-dire au moins, et ça paraît quand même assez probable, ils ont été frappés effectivement par des missiles Neptune qui se sont avancés beaucoup trop près des côtes ukrainiennes, donc il y a une sorte d'imprudence, de négligence. Ça montre aussi que leur système de défense contre les missiles justement anti-navires n'a pas été très performant non plus. Au passage, c'est un vieux bâtiment, c'est un bâtiment qui a été construit en aluminium essentiellement, donc ça brûle très vite. Il n'y a plus de bâtiments qui sont construits de cette façon. Et d'ailleurs, je pense que un petit peu. Ouais, je pense d'ailleurs qu'il c'est sa fin de vie opérationnelle, même s'il est réparé. Donc symboliquement, c'est quand même quelque chose de très important. David Selman. En plus, le Neptune, c'est vraiment ce qu'il y a de plus moderne. Il est opérationnel simplement depuis l'année dernière. C'est un missile développé par les Ukrainiens qui ont beaucoup amélioré l'électronique. Et en réalité, ses capacités opérationnelles, elles n'étaient pas réellement connues. Donc c'est aussi peut-être pour ça que les systèmes russes ne sont pas capables de contrer en défense aérienne. C'est toujours plus dur de se défendre que de se faire attaquer. Mais en l'occurrence, la portée, la capacité à ne pas se faire détecter, peut-être qu'il y a des leurres, peut-être qu'il y a des systèmes, c'est du développement technique ukrainien, ils sont forts, ils le montrent encore une fois, et c'est disponible que depuis mars 2021, donc c'est un matériel très très moderne, et certainement que les Russes ne connaissaient pas sa portée. Il y a une autre information, c'est Naval News, c'est un site qui fait vraiment référence dans l'information navale, militaire, et qui explique en fait, il suffit de regarder un peu comme un flight radar, juste les mouvements du Moskva, et en fait il fait les mêmes mouvements, les mêmes ronds dans l'eau, depuis des jours et des jours et des jours. Et on parle de patterns chez les Américains, c'est-à-dire vraiment de façon schématique, c'est-à-dire que vous avez
un gros mastodonte comme ça qui fait toujours les mêmes tours et qui à la même heure quasiment va toujours passer par le même endroit. Enfin, c'est vraiment la cible rêvée lorsque vous avez du matériel plus ou moins développé comme le Neptune. Patrick, ça fait plusieurs jours qu'on dit que cette bataille, que cette offensive russe à l'Est est imminente. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? C'est-à-dire, les forces, elles font quoi? Elles sont en train de se positionner, de se préparer? Qu'est-ce qui se passe? Elles se positionnent. Dans le langage militaire, on pourrait parler de remise en condition. Dans le langage du grand public, on se repose et on se remet. Parce que, il y a tout ce qu'on a pu vous expliquer de façon quasi théorique quand on vous dit 14 juillet, ça fait 14 juillet qu'on vous explique que ça y est, l'armée française et les armées maintenant modernes doivent se préparer au combat à haute intensité. C'est un concept qui paraissait totalement théorique, effectivement. Maintenant, on sait, on a du mal à imaginer, mais on sait ce que c'est qu'un combat à haute intensité, se battre pour quelques centaines de mètres. Enfin, il y a des zones dans le Donbass où la prise, elle se compte en hectomètres quasiment. Enfin, on est au niveau de Verdun, quoi. Vraiment, on est en 1916. Et effectivement, il y a une fatigue. On vous parle et on vous rabâche les défaites et les humiliations des Russes, mais les Ukrainiens prennent très cher aussi, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il y a la nécessité. À la fois, il y avait cette course contre la montre ces derniers jours, ces dernières semaines, pour essayer de se repositionner en premier par rapport les uns par rapport aux autres. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On sait que les Russes sont fixés en partie sur Mariupol, Mariupol qui va tomber, Mariupol qui va être vraiment une tâche indélébile dans cette histoire, mais qui aussi consomme énormément de Russes qui ne vont pas pouvoir partir en disant bon, Mariupol ça c'est fait, on se retourne, on part maintenant sur le Donbass. Ça n'est pas possible, c'est pas un jeu vidéo. Et donc c'est pour ça que on est obligé d'attendre. Donc ça veut dire que voilà, potentiellement il peut y avoir quelques jours encore qui s'écoulent avec on a un avant changement cette quand même. Alors, on va offensive. pouvoir en reparler avec nos consultants, mais le changement aussi d'état-major, de chef. On passe de plusieurs chefs qui se sont totalement éparpillés, qui ont reçu les ordres au tout dernier moment. On passe d'un exercice à c'est tout droit, c'est l'Ukraine, à enfin quelqu'un qui est qui suit une trajectoire, celle du boucher de Syrie, certes, mais qui au moins sait être un chef. Colonel Goya, c'est une question d'heure, une question de jours, cette bataille pour vous? Probablement une question de jour. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire que le commandement russe réunit toutes les forces de manœuvre un peu cohérentes qui lui restent. Et on les prend à droite, à gauche, dans différentes unités. On les réunit dans cette zone entre Kharkiv et Izium. On réunit la logistique aussi pour mener des jours et des semaines de combat, donc ça demande aussi beaucoup de moyens dans une zone où il faut rester lié un peu aux routes, aux axes. Donc déjà c'est un défi en termes logistiques, c'est quand même quelque chose d'important de gérer toute cette concentration de forces, de planifier l'opération. Donc pour une fois en réalité depuis le début de cette guerre, les Russes prennent un peu le temps de organiser quelque chose de cohérent, effectivement. Alors après, quand est-ce que ça va commencer? Alors, ils vont certainement utiliser au maximum leur puissance de feu. Leur principal atout militaire, c'est leur artillerie, en réalité, et leur capacité de frappe aérienne, mais surtout leur artillerie. Donc, ils concentrent le maximum de moyens. Mais là aussi, ça demande beaucoup de logistique. Enfin, c'est assez compliqué à organiser. Et puis, pour organiser une bataille qui sera sans doute méthodique, avec un emploi de la puissance de feu, de l'artillerie, suivi d'attaques par des unités de mêlée qui sont peu nombreuses, mais des unités de chars, des unités d'infanterie, pour essayer de progresser, peut-être pas directement vers Kramatorsk et Sloviansk, qui sont en fait attachés, qui se forment une conurbation, mais sans doute pour essayer de la contourner. Et en même temps, on sait qu'il y a un renforcement de troupes russes aussi dans la République du Donetsk pour également essayer de faire pression par le sud. Xavier Titelman, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport de force entre Russes et Ukrainiens pour cette bataille qui se profile dans le Donbass? Il y a plus d'Ukrainiens que de Russes, parce qu'ils ont leur mobilisation générale, ils ont réellement beaucoup plus de monde. Après, les Russes ont plus de matériel lourd, des chars, des systèmes d'artillerie notamment, qui sont importants pour gagner une guerre et avancer. Après, les Ukrainiens ont une chance, c'est qu'il pleut. Et il va pleuvoir, il fait très moche dans les 15 prochains jours. Donc ça joue en leur faveur? En faveur des Ukrainiens. Parce que ça veut dire que les Russes vont devoir rester sur les routes. Or, avec un petit drone d'observation, ça permet très facilement de taper sur l'artillerie, sur les routes qui sont en train de passer. Donc là, les Russes perdent beaucoup de troupes, et notamment avant-hier, il y a encore une colonne qui a été complètement détruite à longue distance à l'artillerie, parce que les Russes n'ont pas le choix, ils doivent utiliser ces routes. Chaque jour qui passe, il y a du matériel qui arrive,
de la Pologne, de l'ouest de l'Ukraine, pour alimenter ce front. Et on parle maintenant de matériel lourd. Ouais. Il y a des systèmes qui leur manquaient, les systèmes notamment de défense aérienne. Il y a quasiment 200 sorties par jour sur le Donbass de la part des Russes, des avions de chasse qui arrivent. Ils commencent à perdre des avions de chasse avec des systèmes très avancés qui se tirent depuis l'épaule, qui sont beaucoup plus performants que ceux qu'ils avaient depuis le début, qui s'appellent le Starstreak en particulier. Il y a des systèmes de munitions rôdeuses qui sont des sortes de mini-drones qui vont pouvoir voler 20-30 minutes, qu'on envoie, et on va pouvoir choisir sa cible, et puis s'il n'y en a pas, on revient. Mais ça permet de casser à très longue distance des systèmes. Ils ont maintenant des systèmes d'artillerie plus lourds qui arrivent, et petit à petit, moi j'ai l'impression que chaque jour qui passe, ça se rééquilibre, et ça va être une bataille qui a déjà commencé. Ils se battent déjà. Ils ont pris Izium après 15 jours de combat. C'était lourd. Il y a eu des dizaines de morts, des centaines de morts certainement même sur cette zone. Mais plus ce temps passe, plus j'ai l'impression que ça va de nouveau être une torture pour les Russes pour réussir à avancer. La différence avec le Nord et Kiev, où ils ont fini par renoncer, c'est que là, politiquement, ils ne peuvent pas se permettre de renoncer. Mais donc ça va être des combats qui vont être encore une fois très très difficiles. Et avec le couteau sous la gorge, politiquement, là, ils vont devoir aller jusqu'au bout. Alors, depuis le début de la guerre, l'Ukraine demande plus d'armes aux Occidentaux. Et hier, Joe Biden, le président américain, a donné son feu vert pour une nouvelle aide militaire massive à l'Ukraine. Il y a des hélicoptères, de l'artillerie, des véhicules blindés. Aide de 800 millions de dollars, Patrick Sauce. Oui, c'est la force de frappe américaine. Vous avez aussi les Australiens. C'est en train de venir quand même des Bushmasters, donc des véhicules blindés, transport de troupes qui arrivent d'Australie. Alors, il n'y en a que 20, certes, mais ils arrivent et ils sont en train de rouler. Il y a d'autres pays qui, pour le coup, sont beaucoup plus proches, comme les Tchèques, qui, eux, ont vraiment franchi le Rubicon en faisant passer des chars. Et puis, vous avez les pays qui n'hésitent pas, mais qui communiquent évidemment beaucoup moins. On sait que les Français ont envoyé des missiles Milan. Tenez à regarder les images, Patrick, qu'on voit. Ça, ce sont les fameux Bushmasters australiens qui ont été envoyés. Alors, ils sont partis la semaine dernière, Xavier Titelman. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle va être l'utilité pour les Ukrainiens ? Ce sont des gros véhicules de patrouille blindés qui sont capables de résister aux mines. Or, on sait que les Russes, là où ils se sont retirés, ils lâchent des mines un petit peu partout. Donc, c'est important d'avoir ces matériels qui sont très solides. Maintenant, l'objectif, c'est évidemment de pouvoir retrouver une mobilité entre les différents terrains, d'amener rapidement des hommes qui seraient en retrait là où il y a une attaque russe pour pouvoir la contrer très rapidement. L'infanterie, c'est une force et il faut cette mobilité qui est permise par ces matériels. Les Anglais offrent à peu près la même chose, un autre matériel dont j'ai oublié le nom, l'équivalent du Bushmaster, mais du coup... Oui, exactement. Et donc, ils ont besoin de tout ce matériel, ça accélère, mais il y a aussi une difficulté. Ça, c'est facile, il suffit de savoir le conduire. Ce dont ont besoin les Ukrainiens, c'est du matériel qu'ils connaissent déjà. Et c'est pour ça que des pays, on ne pourrait pas offrir 50 chars Leclerc. Par contre, les pays, les Tchèques, les Slovaques, etc., ils ont des systèmes soviétiques. Donc les chars T-72 de la République tchèque, là, ça va. Super modernisés, plus modernisés que le B3 2016 qu'ont les Russes. Donc c'est des systèmes qui sont super performants, mais dont ils savent se servir. Il y a juste une caméra infrarouge, des choses en plus, des optiques très efficaces. Mais du coup, nous, même si on voulait donner du matériel, il faudrait des mois de formation pour réussir à s'en servir. Et c'est pour ça que nous, on pas la même logistique non plus. C'est pas les mêmes obus, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Juste pour ajouter un point, c'est qu'actuellement, il y a des militaires ukrainiens qui sont formés en Pologne, sur des bases polonaises, par les Américains, par les Britanniques, et qui, après avoir été formés, repartent en Ukraine. Sur les munitions rôdeuses en particulier. Et donc, il y a, si vous voulez, c'est simplement pour dire quel est l'engagement des Occidentaux dans la guerre. C'est vrai qu'on n'est pas co-belligérant officiellement, mais la frontière entre est-ce qu'on livre des armes défensives, entre guillemets, ou est-ce qu'on participe à la guerre, en fait, vous voyez, tout ça, c'est un peu hypocrite en réalité. Alors, je voudrais faire un pont avec cette offensive dans l'Est qui se profile. Est-ce que ça veut dire que chaque jour qui passe peut servir aux Ukrainiens parce qu'en attendant, ils reçoivent ce matériel des Occidentaux? Est-ce que ce temps qui s'écoule joue en leur faveur, colonel Goya? Ça joue en faveur des deux côtés en réalité. D'un côté, c'est toujours pareil. Un plan d'opération, c'est toujours, il faut arbitrer entre une préparation, une organisation, donc qui demande du temps, et puis l'initiative aussi d'un peu des opérations qui demandent un peu de vitesse. Et donc là, des deux côtés, on s'équipe, on se prépare, on arme, on creuse. On se fortifie du côté ukrainien. Enfin, donc chaque jour qui passe augmente la défense et en même temps de l'autre côté ça augmente les préparatifs russes. Moi j'ai toute tendance à penser que effectivement c'est plutôt la défense ukrainienne qui a tendance à se renforcer au fur et à mesure du temps qui passe. Des armes comme on en parlait tout à l'heure, les Switchblade, donc c'est des drones rôdeurs. Il y en a normalement, il y a 1000 qui doivent être fournis.
les Américains. 1000 engins de ce type, déjà en soi, ça peut, rien que ça, s'ils étaient utilisés complètement et avec efficacité, ça suffirait à enrayer pratiquement n'importe quelle attaque. Xavier Titelman, sur la République tchèque, a été le premier pays de l'OTAN en fait à envoyer des chars en Ukraine. On sait combien la République tchèque en a envoyé? Non, alors c'est pas officiel, mais même la Pologne en aurait peut-être donné certains. On voit sur le matériel sur le terrain. Donc il y a les Slovaques qui donnent du système de défense aérienne très avancé, le S-300. Il y a les Tchèques, il y a peut-être les Polonais qui donnent du T-72. Les Américains qui donnent des hélicoptères, alors qu'eux n'ont pas d'hélicoptères, donc ils ont certainement acheté quelque part. Les Polonais qui avaient accepté de donner des MiG-29, mais pas en direct, donc il fait que les Américains les récupèrent et les offrent ensuite. Donc en fait, on ne sait plus qui offre quoi de Les Allemands font pareil. Par exemple, les Allemands, ils ont rouvert leur stock aussi de l'ex-Allemagne de l'Est. Ils ont trouvé des chars. Ils ne pouvaient pas donner ou fournir des chars aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fourni ça à une compagnie privée tchèque qui elle-même est arrivée. Donc, les Allemands n'ont pas donné de chars aux Ukrainiens, mais on est obligé de fonctionner comme ça, en jouant sur le droit international, mais surtout en disant aux Russes, nous, on le respecte. Colonel Goya, je vous vois prendre plein de notes. Vous avez peut-être des petites précisions à nous apporter? Non, mais on est dans ce qu'on appelle un peu la bataille sous le seuil. Sous le seuil de la guerre ouverte. C'est-à-dire que voilà, on essaie de faire le maximum sans entrer en guerre contre la Russie. C'est ça le problème. Sachant que le problème majeur, c'est que la Russie est une puissance nucléaire. Si la Russie ne serait pas une puissance nucléaire, il est probable que nous serions déjà en guerre ouverte contre la Russie. C'est extrêmement probable. On a fait la guerre à l'Irak parce qu'elle avait envahi le Koweït. Il faut quand même le rappeler. Maintenant, oui, on est dans un contexte typique de la guerre froide où on se frotte avec une puissance nucléaire. Et donc, ce qu'on veut éviter absolument, c'est cette escalade vers ce trou noir qui serait l'emploi des armes nucléaires. Bon, maintenant, ce seuil, il est flou. Il est flou, c'est plus une zone qu'une ligne rouge. Et donc on y va un peu comme ça, on essaie de voir. Donc au début on disait non, pas d'armes lourdes parce que c'est trop, il y aura une représaille. Puis en fait maintenant on y est, et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de représailles de l'autre côté, on voit pas très bien. Et donc on continue un petit peu comme ça, on tâtonne. Mais peut-être oui, la représaille ça pourrait être par exemple des sabotages organisés par les forces spéciales russes en Pologne ou en Slovaquie, des choses comme ça. Au début clandestine, puis après peut-être qu'on va montrer quelque chose de plus. Mais on peut rester dans cet état en fait assez longtemps. On ne sait pas trop, on n'a aucune expérience dans ce domaine. Mais le matériel qu'on fournit n'est pas contre la Russie. C'est contre les armées russes qui ont envahi un autre voisin. C'est même pas la même chose. Il n'y a rien de ce qu'on fournit qui va attaquer la Russie. Et encore une fois, les Russes ont fourni du matériel à l'Égypte, à la Corée du Nord, au Vietnam contre les Américains. On n'a jamais considéré que la Russie, alors qu'ils avaient réellement des militaires qui pilotaient les avions de chasse pour bombarder ce qu'il y avait en face. Donc même simplement le fait de donner du matériel, c'est rien du tout par rapport à ce que les Russes ont fait quand ils ont soutenu leurs alliés. Et on n'a jamais considéré que les Soviétiques à l'époque étaient en guerre contre nous. Donc il n'y a pas de problème. On donne du matériel. Les Ukrainiens s'en servent sur leur propre territoire. Je vois pas comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait la Russie le prend mal évidemment, mais il n'y a aucune entrée en guerre vis-à-vis de nous. On va maintenant parler des drones. Les Ukrainiens qui peuvent compter sur des drones turcs. Ces drones d'attaque, c'est la terreur des chars russes. On va regarder un extrait d'un reportage qui signait Yves Quant avec Florian Soyer. Comme on le voit sur ces images, les soldats ukrainiens disposent d'armements anti-chars légers et mobiles. Ils ont aussi recours à ces drones d'attaque de fabrication turque. Ces derniers jours, ils s'en servent pour multiplier les embuscades, comme ici à Skibin, près de Kiev. Nous sommes dans une zone où il y a un certain nombre d'habitations et il va y avoir des frappes ici, un peu plus tard ici, donc qui vont neutraliser la progression de la colonne. Les chars s'arrêtent. On voit ici des soldats qui essayent de s'échapper. La colonne est désorganisée. C'est extrêmement précieux ces drones turcs pour les Ukrainiens, Xavier Ils sont Titelman. particulièrement efficaces. C'est inattendu parce qu'objectivement c'est du matériel qui coûte vraiment pas cher, quelques millions d'euros c'est toujours beaucoup, mais en l'occurrence ils s'en étaient servis avec une certaine efficacité contre les Arméniens, en Libye, également en Syrie, et puis les Russes disaient nous, on a modernisé notre matériel, on a des pantsir modernisés de systèmes de défense, donc vous inquiétez pas, ça va tomber comme des mouches. Résultat, un mois après, les Turcs continuent à en livrer. Ils en ont livré 11 au mois de mars. Ils continuent à en utiliser. Et effectivement, c'est ça notamment qui a permis de tuer autant de généraux parce que ça leur permet notamment de cibler des matériels qui sont précieux, qui sont cachés à l'arrière, qui sont centraux.
Et c'est des drones qui font peut-être 600 kilos, qui transportent Ouais. à peine 60 Ils ont kilos quoi de charge comme utile. autonomie, comme portée Ils volent pendant 28 heures. D'accord. Ils volent pendant très très longtemps, si bien qu'il n'y a pas besoin de les faire revenir à la base. Ils peuvent servir à guider l'artillerie. C'est l'image qu'on voyait à l'instant à Brovary. Ouais. C'est l'artillerie qui tirait, mais c'était le drone qui observait à très haute altitude pour les guider également. Et en fait, il largue simplement 4-6 munitions guidées, mais qui font 15 kilos, toutes légères. Mais c'est suffisant quand vous tombez de quelques dizaines des milliers de mètres d'altitude. Avec cette puissance, ça permet de casser des chars. Et ça permet d'attaquer les gens la nuit, le jour, quand ils dorment. Et avec les services de renseignement, on sait quand les Russes n'utilisent pas leur radar. Donc c'est le moment d'attaquer. Et ça, certainement que le renseignement occidental, tous nos avions qui sont en train de voler au large de la frontière, on sait à quel moment ça vaut le coup de faire décoller les drones pour ne pas se faire intercepter aussi. Et côté Ça russe, continue il y a à des voler. drones aussi? Oui, bien sûr. Des forpostes. Le forpost est plus ou moins l'équivalent. Après, ils ont des drones d'observation plus légers, comme le Orlan 10. Mais on a même des drones plus petits, plus légers, qui transportent juste l'équivalent d'une grenade et qui ont été très utiles, notamment dans la bataille de Kiev, parce qu'ils ont permis d'attaquer certains convois, certains systèmes de ravitaillement. Et ces drones qui ont, en fait, ce qu'on appelle la technoguerilla. Donc, faut imaginer, c'est des soldats ukrainiens qui sont sur des quads, qui vont quasiment au contact avec des jumelles de caméras infrarouges, de vision nocturne, que n'ont pas les Russes en troupes, en nombre en tout cas. Et donc, ils se mettaient à quelques kilomètres, ils allaient avancer avec leur drone, ils bombardaient juste ce qu'il fallait et ils repartaient. Donc, ce drone TB2, il est génial, c'est un succès inattendu et inespéré. Mais il y a toute une panoplie de drones qui est autour qui permet de créer cette capacité, avec des moyens très légers, de contrer la force et la puissance et la supériorité russe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'équilibre, si les Russes et les Ukrainiens se retrouvent aussi nombreux dans le Donbass, mais ce sera jamais suffisant. L'armée qui est à l'offensive doit être plus grosse et plus nombreuse pour attaquer, et l'armée qui se défend a toujours moins de pertes que l'armée qui attaque. Donc à partir du moment où vous faites des embouteillages, ce qu'on a vu, vous vous souvenez de ces 60 km d'embouteillage qu'on avait au large de Kiev, en réalité, c'est parce qu'ils avaient cassé tous les ponts. Il n'y avait plus qu'une seule route qui était praticable. Ça faisait un gros embouteillage. Si les Russes se retrouvent dans la même situation avec seulement un axe d'accès, ils vont se retrouver coincés. Ils vont se faire taper par l'artillerie de la même manière. Donc il y a vraiment un risque pour eux. S'ils sont simplement à l'équilibre, les Russes vont de nouveau perdre. Il faut qu'ils soient réellement en forte domination, plus l'aviation, plus le renseignement, plus les drones pour espérer dominer. On va maintenant aller dans le sud-est de l'Ukraine.